Très bien, bah, écoutez, bienvenue toutes et tous hein, pour cette présentation qui est la sixième dans un cycle de présentation sur le développement durable, dans un cycle dans lequel on tente d'aborder cette question sous différents angles. Donc nous avons donc un programme, voilà, donc un programme qui a commencé donc il y a quelque temps. Le thème de la responsabilité sociétale a déjà été traité en séance 4 sur les questions plus historiques. Aujourd'hui, on va parler de la responsabilité sociétale des organisations et notamment l'ISO 26000. Et puis, je vous ai mis à l'écran là la suite du programme. La question qui sera envisagée le 28 octobre sera les questions de reporting et de communication. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on a vu dans la séance précédente, c'était les racines historiques de la responsabilité sociétale, les grandes étapes de son institutionnalisation, c'est-à-dire sa mise en œuvre par différents types d'institutions, et puis quelques référentiels. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est véritablement nous focaliser sur la norme ISO 26000, donc sur la responsabilité sociétale. D'abord, sur son processus d'élaboration, son contenu, et puis les normes ou activités dérivées de cette norme, notamment en matière de crédibilité, d'analyse de la matérialité ou de labellisation. Donc, je vous donnerai quelques éléments à ce niveau-là. Alors, je vais commencer sur la partie élaboration. Là, il se trouve que j'ai eu le grand privilège de participer à la rédaction de cette norme, d'avoir contribué aussi à travers un groupe de travail de la FNOR sur la RSE dès 2000 et de participer ensuite à la rédaction de la norme ISO 26000. Donc, je ferai état un peu à la fois de cette expérience et du contenu. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une norme? Comment s'élabore une norme? Alors, c'est l'Organisation internationale de la normalisation, l'ISO, qui embrasse en fait l'ensemble du champ de la normalisation, exclut les questions électroniques et donc ils font l'objet d'une autre organisation, mais électricité et électronique. Mais sinon, la normalisation touche un schéma très large de types de normes, avec tout de même des procédures extrêmement strictes. C'est-à-dire la valeur ajoutée je dirais de l'ISO, c'est tout le processus en fait de normalisation avec des étapes et le contenu en fait des normes est produit par les membres qui participent à cette élaboration avec un rôle très important. L'ISO est une association d'organismes nationaux de normalisation. Dans certains pays, cette normalisation est purement publique. Hein. En Chine, c'est un service du ministère de l'Industrie qui s'occupe de normalisation. Et puis aux États-Unis, c'est une émanation complètement du secteur privé. Et la France est dans un système un peu hybride avec la FNOR, donc une association plutôt d'industriels, mais avec un délégué aux normes qui a la tutelle et donc qui a un contrôle quand même de l'administration sur les activités de normalisation. Alors, j'ai mis ici le schéma, mais je ne vais pas le passer en détail. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes en fonction du type de norme. Est-ce qu'elle existe déjà? Il suffit de la valider au niveau international. Il y a d'ailleurs des stratégies qui sont adoptées de cette façon-là par des pays qui développent une norme et ensuite trouvent un moyen, la voie express pour pouvoir les faire valider au niveau international. Donc, ça rentre aussi dans les stratégies, évidemment, d'influence de pays et de ceux qui sont à l'initiative de la normalisation. Il y a des projets plus ou moins aboutis qui sont disponibles, mais sur lesquels il faut retravailler. Et puis, il y a des domaines où il n'y a même pas de projet. Et même avant que la décision de faire un programme de normalisation soit prise, il peut être même mis en place une commission qui réfléchit en amont pour pouvoir offrir à la décision du board de la normalisation le lancement du processus de normalisation. Donc voilà, tout ceci est très bien cadré et il y a des milliers de normes qui sont produites chaque année. Alors, il y a des types de normes, en fait, très différentes. Il y a les normes techniques. Alors, on appelle ça, dans le jargon, un peu les normes boulons. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment le diamètre du boulon et le fil du boulon. Donc là, c'est les normes techniques, donc sur lesquelles on fait une vérification de performance
techniques, avec des performances, je me rappelle quand j'allais à la FNOR pour nos questions de RSE, il y avait dans la salle à côté une commission qui travaillait sur la hauteur des barrières de protection des piscines, par exemple. Donc, vous voyez, ça, c'est évidemment extrêmement factuel. En fonction de la taille des enfants, de l'âge, etc., vous imaginez que les discussions qui ont lieu, mais qui aboutissent à des normes techniques. Après, il y a les normes type managériales, hein, qui ont été inaugurées par la 9001, mais après en environnement, donc sur la qualité, après en environnement sur la 14001 en management environnemental. Donc ça, c'est des normes qui sont managériales et qui sont certifiables. C'est-à-dire on va avoir un vérificateur, quelqu'un qui va vérifier, donc certifier que le processus est mis en œuvre de façon concrète. Et d'ailleurs, ça a été à l'origine l'initiative de faire une norme sur la RSE au niveau de l'ISO a été lancée par la commission des consommateurs de l'ISO qui proposait de faire une norme sociale avec la même structure que la 9001 et la 14001 et on aurait ainsi un triptyque économique la 9001, environnemental la 14001 et social une norme hypothétique de management qui ferait le troisième pilier du développement durable. Alors ça n'a pas été retenu par le processus de normalisation, mais c'était ça qui était voulu à l'origine. Et puis ensuite, il y a des normes plus stratégiques, hein, pourquoi et pour qui on fait, comment on gère les parties prenantes, etc. Donc c'est d'ailleurs dans l'ISO 9001, dans la famille de la qualité, on a l'ISO 9004, par exemple, qui pose ces questions-là. Donc ce n'est pas certifiable, on est dans des orientations, et l'ISO 26000 rentre dans cette catégorie-là. Alors, le processus de rédaction a été très, très particulier, au point, alors je mets ici la couverture d'un ouvrage très intéressant, un ouvrage scientifique, mais qui traite effectivement de l'ISO 26000 et qui est titré « Une norme hors norme ». Et effectivement, c'est une norme hors norme, c'est-à-dire qu'elle déroge à toutes les règles classiques de l'ISO et elle a une place tout à fait à part et une place unique parce que on ne pourrait plus aujourd'hui, je pense, la refaire dans les mêmes termes parce que ça a été un peu verrouillé au niveau de l'ISO. On a été très, très loin dans l'ouverture du processus que je vais vous détailler maintenant. Alors, d'abord, les termes de référence. On part de ça quand il y a une norme, il y a une décision qui est prise pour donc lancer les travaux, c'est ça qui cadre les travaux. Alors c'était très court, hein, vous voyez, le titre, ligne directrice sur la responsabilité sociétale, désignation ISO 26000, donc dans la nomenclature ISO, ce sera donc la ligne de produit 26000, et puis les acteurs cibles applicables à tout type d'organisation. Déjà ça, c'était une problématique parce qu'à l'origine, on était parti sur les entreprises et il y a eu une volonté, y compris d'ailleurs des entreprises, à dire attendez, si on met en place des règles de bonne conduite, de relations sur le développement durable, et ça doit s'appliquer à toutes les parties prenantes du processus et donc y compris aussi les associations, les syndicats ou d'autres acteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de RSO, responsabilité sociétale des organisations. Donc ça, c'était introduit par l'ISO 26000 en disant finalement ce concept peut être appliqué à tout type d'organisation. On verra que ça n'est pas toujours le cas et que c'est principalement les entreprises qui s'en sont emparées, mais c'est quand même beaucoup plus large. Alors, type de normes. Normes ISO fournissant des lignes directrices non sujettes à certification par tierce partie. Donc, ça n'est pas un système certifiable. Donc, ça, c'était vraiment le point de départ. Alors, maintenant, le processus, et c'est là où on est hors norme, dans le processus normal, il y a des comités au niveau de l'ISO, les organismes nationaux dans la première phase délèguent des experts, mais après, c'est des décisions dans chacune des commissions nationales qui donc contribuent à la négociation. Là, pratiquement, a été mis en place un processus avec 6 parties prenantes. En prenant acte en prenant acte que la question était quand même très très politique, il a été structuré un processus avec 6 parties prenantes. Les entreprises, les gouvernements, les syndicats, les consommateurs, les ONG donc d'environnement ou autres, et puis les consultants ou universitaires.
Et donc, ce processus devait se décliner dans les pays. Donc, dans les commissions des pays, donc des organismes de normalisation des pays, ils devaient organiser une commission de ce type-là, enfin une composition de leur commission de ce type-là, et déléguer des parties prenantes donc dans chacune de ces catégories-là. Alors c'est vraiment un processus nouveau, et d'ailleurs qui a été assez déstabilisant parce que les entreprises, ben, finalement, sont en minorité même si on prend les consultants en plus, donc ça fait quand même deux parties prenantes sur 6, alors que traditionnellement dans l'ISO, c'est quand même avant tout une histoire d'entreprise. Donc les entreprises sont en minorité, les gouvernements sont traités au même niveau que les autres parties prenantes, donc ça pose le problème de la hiérarchie institutionnelle. Comment ça se fait que des institutions qui théoriquement sont en pouvoir sur les autres vont ici intervenir au même niveau? Les syndicats ne sont pas privilégiés par rapport aux autres parties prenantes de l'entreprise. On voit arriver les consommateurs et les ONG, alors que les syndicats, sur ces questions-là, et notamment à travers l'OIT, l'Organisation internationale du travail, étaient dans un système tripartite, gouvernement, entreprise et syndicats, et donc voir arriver une nouvelle négociation, enfin d'autres acteurs dans la négociation n'étaient pas de leur goût à l'origine. Et puis les consultants doivent d'une certaine façon rendre visibles leurs prétentions, parce qu'il y a quand même un lobbying aussi de ceux qui mettent en œuvre tout ça et qui ont un marché de la mise en œuvre, donc ont aussi des visions. Donc voilà un peu la question qui était posée par ces 6 parties prenantes. Et donc finalement, c'est une norme hors norme parce qu'elle a un processus de négociation multipartie donc mise en œuvre, et aussi elle fait référence au monde non ISO. C'est-à-dire que c'est un processus qui va hybrider je dirais le monde de l'ISO, la normalisation volontaire, et la normalisation et les institutions. Donc, je reviendrai sur cette question-là. Alors, de façon concrète et factuelle, le processus ISO 26000 a mobilisé 500 experts, à peu près 170 observateurs qui étaient présents mais qui n'avaient pas le droit de vote, enfin qui ne participent pas au débat. 6 réunions internationales, on a sillonné le monde entier. Dans l'état final, on était à 99 pays qui ont participé à la négociation. On était 100, mais Chavez ayant dissous l'organisme de normalisation du Venezuela, le Venezuela a disparu de la scène. Donc on aurait été 100, mais donc on était 99. Donc chacun des pays était représenté théoriquement, parce que tous les pays n'ont pas eu le même niveau de représentation, mais tout de même les 6 catégories. Et dans les pays représentés, 1/3 de pays développés et 2/3 de pays en développement, ce qui fait d'ailleurs dire, j'ai entendu le dire à des représentants des pays en développement, que c'était une norme décidée par les pays en développement. C'est assez important à dire parce que la façon dont on a inscrit les institutions internationales, les droits de l'homme et un certain nombre de questions qui sont des fois vues dans notre pays comme une sorte d'hégémonisme du Nord sur le Sud pour imposer une vision des droits de l'homme ou telle vision. Là, c'est vraiment les pays en développement et représentés par l'ensemble des catégories, pas simplement les gouvernements, mais aussi donc les acteurs de la société. Et donc, ça donne une légitimité tout à fait particulière. Et il y avait au niveau global aussi des organisations qu'on appelait dites en liaison, c'est-à-dire l'OIT, l'Organisation internationale du travail, la CNUSED, l'ONUDI, l'OMS, le PNUE, l'OMC, l'OCDE, la Commission européenne, le Pacte mondial, donc vous voyez, et des ONG internationales. Et pour la francophonie, il y a eu ce qui était à l'époque s'appelle l'IEPF, l'Institut pour l'énergie et l'environnement de la francophonie, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut francophone du développement durable. Et à l'intérieur donc des représentations des pays, il y avait donc un certain nombre de pays francophones et nous avons organisé un peu le dialogue entre ces pays-là. Et donc il y a eu des vraies positions francophones sur un certain nombre de questions, parce que le rapport de force de langue est aussi important. Au début du processus, d'ailleurs, les Américains avaient proposé que ne participent qu'à la rédaction que des gens qui étaient English native, hein, qui étaient capables de rédiger correctement, et qu'on ne vienne pas avec des... voilà, donc on a été obligé de se battre, et on avait mis en place un processus de traduction quasiment en temps réel des textes anglais en français pour pouvoir revenir dans la négociation avec aussi des questions de rédaction. Il faut savoir que les normes ISO sont bilingues.
l'anglais et le français font foi au nom du principe que si dans une langue quelque chose n'est pas clair, il y a l'autre langue pour éclairer les ambiguïtés parce qu'elles ne sont pas toujours au même endroit. Donc voilà un peu je dirais le processus. Il n'y a aucune norme n'a mobilisé dans la négociation autant de pays. En général, sur les sujets, on a une quinzaine, une vingtaine de pays, mais vraiment autant, non. Donc c'est vraiment un processus et une mobilisation sans précédent. Alors, deuxièmement, hors norme aussi parce qu'elle sortait de la normalisation classique. Vous avez, dans le monde je dirais, de l'organisation, des institutions finalement internationales, vous avez deux processus qui sont complètement différents. Les processus multilatéraux, qui sont l'objet de négociations entre les pays, qui, une fois que la négociation a lieu, les pays peuvent ratifier ou non ces accords, et on reste soumis à la souveraineté nationale dont j'ai déjà parlé dans une de mes interventions précédentes. Et donc, le cadre juridique national est tiré de l'international, mais avec la souveraineté nationale qui permet ou non de choisir. Le processus de normalisation est complètement différent. Alors, d'une part, il s'appuie sur les organismes nationaux de normalisation, donc ce n'est pas les pays et ce n'est pas les institutions nationales, mais c'est des organismes nationaux, et puis avec un processus de vote qualifié. Donc, sur une norme, bon, il y a plusieurs niveaux de vote, je ne vais pas rentrer dedans, mais globalement, moins de 25% d'opposition de tous les pays adhérents. C'est-à-dire que l'ensemble des pays adhérents votent sur une norme, et s'il y a 25% d'opposition, de vote négatif, à ce moment-là, la norme n'est pas adoptée. Donc, il y a vraiment une sorte de droit de veto important sur les normes, mais il a aussi un lien particulier avec l'accord de Marrakech et de l'OMC sur les barrières au commerce, c'est que, en règle générale, l'accord de l'OMC a une commission des conflits quand un pays met en place une réglementation qui est considérée comme une barrière injustifiée au commerce. C'est-à-dire que si l'Europe décide de ne pas importer des viandes aux hormones, dopées aux hormones, les Américains vont contester à la commission des conflits de l'OMC et gagnent, et donc ils peuvent mettre en place sous la bienveillance, si j'ose dire, de l'OMC, des mesures de rétorsion pour empêcher que le foie gras rentre aux États-Unis, etc., etc. Donc, en fait, c'est la question, qu'est-ce que c'est une barrière injustifiée au commerce? Et quand il y a une norme internationale, ça n'est plus une barrière injustifiée au commerce, puisque l'OMC considère d'une certaine façon que les normes internationales sont des outils de facilitation du marché international. Donc, une norme internationale n'est pas a priori considérée comme une barrière au commerce. Alors, évidemment, ça a été un gros débat qu'on a vu à la fin dans la négociation, où on a une opposition très forte des Américains notamment, y compris d'ailleurs aussi des négociateurs chinois qui ont envoyé leurs négociateurs de l'OMC et dans la phase finale, et qui ont mis dans le texte que ça n'était pas une norme au sens de celle qui était considérée par l'accord de Marrakech sur les barrières au commerce. Donc simplement ces détails pour dire que cette articulation entre le commerce mondial, les processus politiques multilatéraux, etc., est effectivement un des éléments clés de la négociation. Mais les normes sont mises en œuvre de façon volontaire par les acteurs, c'est-à-dire que c'est vraiment ceux qui les utilisent qui pour différentes raisons, donc qui leur donnent la légitimité. Si une norme n'est pas utilisée, elle va être petit à petit abandonnée. Alors, certains considèrent que dès qu'il y a une norme volontaire, elle est faible par rapport au cadre juridique, aux normes obligatoires. Enfin, on voit qu'au niveau international, et j'ai déjà dit que les accords internationaux ne tiennent que quand les pays le veulent qu'ils tiennent. On sait bien que dans l'accord de Kyoto, donc le protocole de Kyoto, les Canadiens avaient signé. Il y avait des mesures
de sanctions pour le non-respect au protocole de Kyoto quand les Canadiens sont simplement sortis de l'accord et c'était fini, on ne pouvait pas les sanctionner. Donc en fait, la notion d'obligatoire au niveau international avec la souveraineté nationale, finalement, on reste toujours dans le volontaire. C'est le volontaire des États, mais c'est pas… voilà, donc on peut discuter de cette question-là. Alors finalement, il y a vraiment un conflit de légitimité entre ces deux mondes et qui font l'objet de processus et d'acteurs séparés et d'une certaine ignorance. Alors, ce qu'on a fait avec l'ISO 26000, c'est surmonter ce clivage, c'est-à-dire de trouver un moyen d'articuler finalement à la fois les accords internationaux et la normalisation. Et donc ça, c'était un travail de tricotage très très fin. Donc, le processus de gouvernance ACIS a impliqué donc des représentants gouvernementaux et les organisations internationales. Et dès le moment où on a identifié que on a appelé ça les normes internationales de comportement, on a considéré que le cadre international donc sur les droits de l'homme, sur le droit du travail, enfin tous les résultats des négociations internationales, quelle que soit la situation de ratification par les pays de ces accords, on considérait que c'était des normes internationales de comportement qui étaient légitimes d'appliquer partout et que donc des entreprises, par exemple multinationales, opérant au niveau international, devaient intégrer dans leur comportement dans les différents pays ces normes internationales, même si les pays ne les ont pas ratifiées. Donc il y avait une généralisation finalement des grands principes internationaux à travers cette question des normes internationales de comportement. Ce qui veut dire que la norme fait donc référence dans sa bibliographie, parce qu'il y a une bibliographie de l'ensemble des textes ISO pertinents pour mettre en œuvre tel ou tel élément de la 26000. Il y a aussi tous les textes internationaux des Nations Unies à différents niveaux. Il y a 140 textes qui sont cités. Et donc ça, c'est un élément clé parce que c'est un outil de mise en œuvre aussi du droit international. Et donc c'est en ça que c'est un texte hybride un peu innovant. Et puis, donc c'est un outil de mise en œuvre finalement des accords internationaux et donc qui sont particulièrement légitimes sur des thèmes comme la consommation et la production durable ou l'économie verte qu'on a vu émerger à Rio. Alors, j'avais maintenant, si on rentre maintenant un peu dans le contenu du texte, donc il y a évidemment des visions, des rapports de force différents. J'avais illustré ceci dans ma conférence précédente, les différentes visions que j'avais appelées procédurales, c'est-à-dire où on met en place un contrôle de processus, de procédure, de management, substantive ou substantielle, selon la traduction qu'on veut bien faire de l'anglais, qui sont plus sur des questions de performance. Par exemple, un des thèmes qui est aujourd'hui très important, le carbone, enfin le climat, c'est de la performance en matière d'émissions. Ça fait partie d'objectifs concrets. C'est pas simplement de mettre en place une consultation des parties prenantes ou un système de management. Il y a bien des résultats. Donc il y a quand même deux approches complémentaires. Et puis il y avait la vision plus politique que j'avais aussi illustrée sur la RSE, qui est la vision dite contractualiste, c'est-à-dire finalement on met en œuvre des dialogues entre les parties prenantes et on constitue ensemble je veux dire, des objectifs partagés et communs. Donc, il suffit pour une entreprise de discuter avec quelques ONG qui vont mettre un tampon sur leur rapport d'activité. Et puis, ça y est, on a fait du développement durable. Et puis, il y a l'autre vision, qui était d'ailleurs la vision européenne, plutôt institutionnaliste, c'est-à-dire, il y a le cadre institutionnel dont je viens de parler d'ailleurs, donc les droits internationaux, etc., etc. Donc il y a quand même plusieurs visions qui se coordonnent. Et mon propos, c'est de dire que finalement, la négociation qu'on a tenue a visé à comment on mettait ensemble, comment on donnait un modèle qui permettait de répondre en fait à ces attentes qui étaient évidemment très différentes et très particulières. Donc je vais appeler ça procédural pour ce qui est les processus substantifs pour les résultats pratiques et puis de nature contractualiste ou au contraire institutionnaliste. Donc c'est les 4 catégories je dirais d'approche. Et donc en fait quand on regarde maintenant le contenu de la norme, on a déjà dans les définitions, il y a une définition, ce qui nous a pris beaucoup de temps de négociation parce qu'elle
c'est le cœur en fait du texte. Donc la définition de la responsabilité sociétale, qui n'était pas du tout acquise au début. Hein. Et vous voyez, j'ai mis des couleurs sur les différentes références, à quoi ça fait référence finalement comme approche. Donc la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement. Donc vous voyez, on est dans une logique d'impact. Donc ça, c'est substantif. On s'intéresse aux impacts par un comportement transparent et éthique. Comportement transparent, ben là, on est dans le processus. Hein, donc, j'ai un comportement transparent, donc j'ai une relation particulière avec les autres. Et éthique, là, l'éthique fait référence quand même à une vision, et c'est plutôt contractualiste, hein, c'est la vision un peu américaine. Hein, comment dirais-je, la libre interaction d'acteurs moraux fait le bien public. Quoi. Il y a un peu cette question éthique, donc on retrouve ici à ce niveau-là. Et ensuite, il y a 4 composantes qui vont évidemment développer à des degrés divers ces 4 composantes que je viens de citer. Contribue au développement durable, incluant la santé et le bien-être de la société. Alors, très intéressant cette phrase parce qu'elle a été le cœur de la négociation. Pendant longtemps, on a eu comme proposition de texte contribuer au développement durable et à la santé, au bien-être de la société. C'est health and welfare. Pourquoi health? Parce qu'il y avait l'OMC qui voulait qu'on parle de, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui voulait qu'on parle de santé, et puis bon, le welfare, donc le bien-être. Et donc, il y avait les deux, et c'était développement durable et donc, discussion avec les syndicats et le représentant des syndicats libres qui s'appelait Dwight Justice, ça ne s'invente pas, c'était un Américain très fort négociateur. Lui disait, bah non, le développement durable, c'est l'environnement, et puis le social, c'est autre chose. Quoi. Et donc, pendant longtemps, il y a eu opposition. Et en fait, on a simplement changé le « et » par « incluant », ce qui voulait dire à la fois qu'on mettait tout ceci sous l'égide du développement durable, mais en même temps qu'on disait, mais attention, le développement durable tel qu'on le conçoit, ça intègre la santé et le bien-être de la société, donc qui n'allait pas je dirais, qui n'allait pas de soi a priori pour certains. D'ailleurs, le thème de la santé, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à cette question-là dans le cadre de la charte de l'environnement, et donc il y avait une forte opposition qu'on fasse le lien santé-environnement, y compris en France. Donc, ce n'est pas des sujets simples. Deuxième alinéa, prend en compte les attentes des parties prenantes. Donc là, on est complètement dans l'approche contractualiste. Il y a des parties prenantes et je dois répondre aux parties prenantes. Troisièmement, respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales de comportement. Donc, vous voyez, il y a une hiérarchie. On respecte les lois en vigueur dans le pays et on est compatible avec les normes internationales de comportement. Alors, il y a aussi un alinéa, d'ailleurs, dans le texte qui dit, quand les lois en vigueur dans un pays ne sont pas compatibles avec les normes internationales, comment on gère ça? C'est un paragraphe y est consacré. Et enfin, est intégré dans l'organisation et mise en œuvre dans les relations de cette organisation. Donc, vous voyez, intégré dans l'organisation, c'est des questions de managériales et organisationnelles, et mis en œuvre dans les relations, c'est dans les relations contractuelles, finalement, avec les autres acteurs. Donc, vous voyez que finalement, à travers ce décryptage finalement du texte, on voit bien comment finalement les différents points de vue ont pu élaborer un consensus sur le contenu de cette norme. Ensuite, il y a eu 7 principes de responsabilité sociétale. La redevabilité, donc en anglais c'est accountability, on a mis beaucoup de temps à valider cette traduction de accountability, donc la redevabilité, c'est en fait je rends compte de la façon dont je gère mes hiérarchies, ma stratégie, à quoi j'accorde de l'importance, etc. Donc je suis redevable sur les décisions que je prends. La transparence, qui n'est pas exactement la redevabilité, hein, la transparence, c'est la transparence sur les actions, et la conduite éthique, le respect des intérêts des parties prenantes, la conformité légale, le respect des normes internationales de comportement et le respect des droits humains. Donc, vous voyez que chacun de ces principes fait référence aux approches que j'évoquais tout à l'heure, à des degrés divers. Il y a eu des débats sur des principes, par exemple, comme le principe de précaution. Alors, le principe de précaution n'est pas dans les principes généraux, mais il est dans le chapitre environnement. Il y a le principe de précaution au niveau du chapitre environnemental. Donc, évidemment, tout ceci a fait l'objet d'âpres débats. D'ailleurs,
la présence du principe de précaution est la principale raison du vote négatif des États-Unis et de l'Inde contre ce texte. Donc voilà les principales orientations. Enfin, ça porte sur quoi? Quel est le champ concerné par le développement, par la RSE, par la RSO? Donc, il y a ce qu'on a appelé les 7 questions centrales. C'est qu'est-ce qu'on adresse pratiquement et sur lequel on va pouvoir décliner les différents textes et les différents éléments de politique. Alors, il y a les droits de l'homme qui vont se décliner à différents niveaux et tout. Et là, on a je dirais tout l'ensemble de la doctrine générale sur les droits de l'homme, on va les retrouver ici, avec des débats qui ont été très lourds. Un des débats qui a failli faire capoter la situation, c'est les non-discriminations sur les orientations sexuelles. Là, il y avait vraiment les pays de la charia, etc. Enfin, il y avait vraiment un conflit. Donc, on a simplement dit qu'il y avait un respect des relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la sphère personnelle des relations interpersonnelles échappait, enfin, on ne devait pas rentrer, voilà, au nom des droits de l'homme, on devait laisser une certaine liberté à ce niveau-là. Enfin, c'était un biais d'obtenir le vote. Les relations et conditions de travail, donc ça, c'est toutes les conventions de l'OIT et tout cela. L'environnement qui est proposé à travers 4 grands thèmes, à travers le thème du climat, de la biodiversité, des ressources et des pollutions, pour faire simple. Donc, et ça se décline en problèmes, en pistes de solutions, etc. La loyauté des pratiques, hein, donc ça, c'est toutes les pratiques anticorruption. Donc, alors, les questions relatives aux consommateurs, donc on va retrouver d'ailleurs des questions, par exemple, sur les données personnelles, hein, dont je pense que les GAFA ne les appliquent pas. Donc, il y avait des questions de ce type-là. Et ensuite, les relations de l'entreprise ou des acteurs, des organisations avec la communauté de développement local. Donc voilà. Alors, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails, je reste donc à grande maille, mais voilà un peu le panorama des questions. Et donc, dans chacune d'entre elles, on va décliner quels sont les enjeux, quels sont les outils et les réglementations et les concepts sur lesquels il faut s'appuyer pour avancer. Alors voilà le plan général que je n'ai pas le temps de commenter, donc qui liste en fait à la fois les principes, etc. Enfin bon, c'est un texte assez complexe, mais qui se lit, qui est fait vraiment comme un guide qui se lit, il fait 100 et quelques pages. Franchement, je vous recommande la lecture de l'ISO 26000, c'est enfin, on en tire beaucoup de choses très, très pratiques et concrètes. Alors, il y avait un certain nombre de questions. J'ai parlé tout à l'heure des relations avec les parties prenantes. Voilà, par exemple, un des schémas de la norme qui montre qu'effectivement, il y a l'organisation. Elle a une partie séquente avec un certain nombre de parties prenantes. Ça, c'est les syndicats et enfin les acteurs de l'entreprise elle-même, de l'organisation. Il y a les parties prenantes et donc l'organisation doit répondre aux intérêts des parties prenantes sur lesquelles elle a un impact. Mais l'organisation a aussi des impacts sur la société et sur l'environnement. Et là, il y a des attentes de la société, et donc, ce n'est pas toujours les mêmes attentes. Donc, il y a une note d'ailleurs qui dit que les parties prenantes peuvent avoir un intérêt qui n'est pas compatible avec les attentes de la société. Ce qui limite quand même, évidemment, la gestion de la question avec les parties prenantes. Bah, si vous choisissez les parties prenantes qui ont certains intérêts plutôt que d'autres, bah, vous allez répondre qu'à une partie des enjeux. Donc, voilà je dirais la question. Une autre façon de présenter cela, c'est finalement le dialogue avec les parties prenantes est un élément, mais il s'intègre dans un système donc de l'intégration dans l'entreprise qui passe par l'identification et la compréhension de la responsabilité sociétale, identifier les questions centrales pertinentes pour l'organisation, les domaines d'action et les attentes qui sont nécessaires. Ça, c'est l'ensemble. Il y a une partie qui se recoupe avec les parties prenantes, mais une autre partie qui se recoupe avec la société et notamment avec le droit international et les éléments qui sont dans le droit international.
et tout ceci contribuant au développement durable. Donc c'est vraiment l'apport, je l'ai dit dans la définition, c'est la RSO et vraiment la contribution des organisations au développement durable. Donc ça, c'est une clarification. Le développement durable, c'est quelque chose de global. Une entreprise ne peut pas être durable, une entreprise peut contribuer au développement durable, mais le développement durable, c'est à une autre échelle que l'on va le considérer, mais j'en ai déjà parlé dans des précédentes, conférences. Alors, les outils dérivés, hein, toujours cette norme hors norme. Alors là, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, certains au niveau global, beaucoup au niveau national français. Hein, donc, toutes les normes X30, c'est la nomenclature AFNOR. Alors, il y a certaines normes internationales ont été validées au niveau de l'ISO, notamment celles sur les achats responsables, par exemple, qui est d'ailleurs issu de la France dans le processus ISO 26000 et ils ont porté très rapidement ça au niveau international. Il y a aussi une norme sur l'ISO 26000 dans le secteur agroalimentaire, mais la plupart des normes sont plutôt encore au niveau franco-français. Alors vous avez deux grandes types. Il y a les outils normatifs applicables à tous les secteurs, donc qui sont des éclairages, donc le X30-029, l'analyse de la matérialité, la prioritisation des domaines d'action et des parties prenantes. J'en dirai un mot tout à l'heure parce que c'est un élément clé. Un autre texte sur la crédibilité de la démarche RS, ça a été une réponse de la France à la pression qu'il y avait sur la certification. Et on a dit, mais finalement, la question, ce n'est pas la certification, c'est la crédibilité d'une démarche. Comment un acteur qui s'engage dans une démarche de RS, comment c'est crédible vis-à-vis des autres parties prenantes. Alors, les certificateurs disent, il suffit qu'il y ait un tampon, puis ça y est, on est crédible parce qu'on a le tampon. Là, c'était d'élargir cette réflexion. Donc ça, j'en donnerai 2-3 éléments après. Sinon, vous en avez une sur la gouvernance de la responsabilité sociétale, un guide sur la vérification du reporting RSE, un projet sur l'intégration dans le système de management, un autre sur les achats responsables, et un guide sur la fonction achat. Donc, vous voyez, il y a déjà sur tout type de secteur des outils d'application, de mise en œuvre très opérationnels. Et puis ensuite, il y a eu des guides sectoriels qui ont identifié dans des secteurs particuliers les enjeux clés, les éléments clés pertinents dans un domaine d'activité particulier. C'est-à-dire en fait, le travail de hiérarchisation, de prioritisation des enjeux est fait par secteur. Et là, on a des guides qui sont appliqués. Donc, en communication, agroalimentaire, la filière vinicole, les transports publics de voyageurs, les PME mécaniciennes, l'aéronautique. Et tout ceci, évidemment, ce sont des processus de normalisation, c'est-à-dire qu'ils ont mis autour de la table un certain nombre d'acteurs, des professionnels, etc. Dans ces différents domaines, ça a été des commissions de normalisation qui ont abouti à des normes de mise en œuvre. Donc, vous voyez, vous avez toute une panoplie d'éléments qui sont compatibles avec l'ISO 26000, qui en sont d'une certaine façon des outils de mise en œuvre pratique. Donc, ils sont alignés sur la 26000. Alors, dans certains cas, ils intègrent d'autres éléments qui n'étaient pas a priori dans la 26000, c'est-à-dire qu'ils se mettent aussi à jour par rapport à d'autres éléments. Donc, c'est une façon aussi d'actualiser, si j'ose dire, la problématique, même si l'ISO 26000, lui, commence à être obsolète il a 10 ans, même 12 ans, mais là, on a des éléments de contextualisation dans différentes filières. Et puis, il y a eu aussi des guides territoriaux à travers des expérimentations, parce que vous savez qu'il y a aussi dans la normalisation des initiatives ponctuelles qui aboutissent à un cahier des charges et à des normes expérimentales. Donc, vous voyez qu'il y a des choses. Il y a aussi, par exemple, une correspondance entre l'ISO 26000 et l'agenda 21, les agendas 21 et les approches des objectifs de développement durable. Donc, vous avez tout un panel d'outils, de méthodes qui sont dérivés de la 26000. Alors, je vais donner un focus sur 2 éléments. Le premier, c'est la crédibilité. C'est un texte qu'on a travaillé assez tôt au moment de la négociation de l'ISO 26000, c'était presque en même temps.
et donc qui a identifié les principaux vecteurs de crédibilité. Donc, alors le rôle des dirigeants, de l'organisation, la gouvernance, surtout le processus décisionnel, qu'on va d'ailleurs retrouver aujourd'hui dans les normes ESG finalement d'une certaine façon à travers la partie gouvernance. Les processus de dialogue avec les parties prenantes, c'est un élément de la crédibilité, c'est la façon dont on dialogue, quelles sont les informations qu'on donne, comment on rencontre, comment, enfin tout ceci fait partie effectivement de la crédibilité de cette démarche. La recherche de la pertinence de la démarche, c'est-à-dire d'avoir une approche très pertinente, d'adresser vraiment les questions qui sont pertinentes, c'est ne pas faire du greenwashing ou de trouver des ou comme dans le temps qu'on avait dans l'ISO 14001 où on certifiait la maison mère et les bureaux de la maison mère et puis pas les activités de l'organisation. On disait que l'entreprise était certifiée ISO 14000, donc ça on connaît ça. Hein. Et donc c'est justement, on adresse vraiment les sujets et donc on rend compte de la façon dont on adresse ces sujets-là. La formalisation, et donc que tout ceci fasse partie de ce processus formel. La reconnaissance de la démarche, et à ce moment-là, c'est là que soit l'organisation s'auto-évalue, soit elle se fait évaluer par une autre partie prenante. Donc ça peut être effectivement des systèmes de notation et de certification, ça rentre dans cet élément-là. Et puis la capitalisation et l'amélioration continue, c'est-à-dire toute la crédibilité du processus d'accumulation et l'amélioration qui est mis en place. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui vont permettre d'acquérir une crédibilité générale et pas simplement d'avoir une étiquette qu'on va mettre sur un rapport ou sur donc voilà un peu le travail qui avait été fait. Donc vous avez une norme qui vous décrit un peu tout ça. Alors maintenant, je vais finir par l'X30 029. Après, j'évoquerai juste la labellisation. Alors, la norme X30 029, je la connais très bien parce que j'en suis un peu à l'origine. Ça a été vraiment à l'origine la position française de la méthode qu'on avait appelée à l'époque SD 21000 hein, dans les années 2000, qui était en fait comment on va hiérarchiser les enjeux et les parties prenantes. L'idée, c'était de mixer ce mélange, comme je vous l'avais dit, hein, les données substantives, substantielles, et d'autre part les parties prenantes, donc ces deux modèles, comment on pouvait les mixer de façon très précise. Donc l'idée, c'est d'identification les domaines d'action pertinents, les choses les plus importantes, hiérarchiser ces questions. Alors on a une échelle de 0 à 5, hein, de 1 à 5. À 5, c'est extrêmement important. Si je ne maîtrise pas cet élément, cet enjeu, c'est l'entreprise ou l'organisation qui peut disparaître. Jusqu'à 1, ce n'est pas pertinent. Donc, il y avait une sorte de hiérarchisation à la fois des questions et une hiérarchisation des parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes les plus importantes, soit qui peuvent m'impacter, soit que j'impacte en tant qu'organisation. Donc, de les hiérarchiser pour vraiment voir si j'ai bien pris en compte finalement à la fois les enjeux et les parties prenantes avec une méthode de hiérarchisation. Et donc toute cette méthode très opérationnelle avait fait l'objet d'une norme qui s'appelait à l'époque X30 023 et qui a été réactualisée pour être compatible avec l'ISO 26000. Donc ça, c'est un outil d'application, alors qu'on l'appelle aujourd'hui analyse de la matérialité, hein, ou prioritisation donc des domaines d'action et des parties prenantes selon les lignes directrices de la norme ISO 26000. Comment ça se passe pratiquement? On identifie le domaine d'action, des domaines d'action prioritaires, donc avec d'une part une notation importance du domaine d'action de 1 à 5, performance de l'organisation au vu de ce domaine d'action. 3, je suis conforme réglementairement, je suis dans l'état de l'art, enfin bon, je suis dans la moyenne. 4, je suis innovant, un peu en avance. Et 5, je suis vraiment en rupture et c'est vraiment un thème de différenciation et d'innovation. Et donc, il y a comme ça, on croise l'importance et la performance. Et donc, là où on est où c'est important et on n'est pas performant, là, c'est du risque. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Hein. On a un risque vis-à-vis d'une entreprise. Et puis, au contraire, là où on est bon et c'est très important, à ce moment-là, c'est au contraire un facteur de différenciation stratégique.
Donc, vous voyez un peu ce qu'on tire d'une hiérarchisation. Alors, l'intérêt de la méthode, c'est qu'elle permet de poser dans différents contextes ces réflexions, de pouvoir les faire à l'interne, à l'externe, l'ouvrir, etc., de hiérarchiser les enjeux. Et on fait la même chose sur les parties prenantes. Il y a des parties prenantes qui sont prioritaires parce qu'elles peuvent mettre en cause ou on les impacte beaucoup, donc il faut les regarder de façon importante. Puis il y en a qui le sont moins, et puis on regarde, on regarde les choses. Et cette hiérarchisation permet de déboucher sur ensuite un programme d'action, on sait où on doit aller et où on se focalise son attention. Donc voilà, de façon très très brève, présenter cette norme, mais elle permet vraiment je dirais, de se poser les bonnes questions et de mettre en place des processus de réflexion un peu stratégiques par quoi je suis concerné, comment on peut avancer. Et c'est vraiment pour moi le point d'entrée d'une réflexion. Elle peut être faite progressivement, on peut la faire d'une forme assez frugale dans un premier temps, et puis au fur et à mesure avancer dans la stratégie. Donc, je vous renvoie à cette norme. Alors, dernier point, il y a les approches de label. Alors, vous allez, j'en ai récupéré un certain nombre sur Internet, vous voyez, certifié, label, etc., etc. Alors, ces outils sont très utiles, sont intéressants, elles permettent d'avancer, mais donc, il y a notamment la FAC 26000, hein, donc il a pris le logo 26000 alors que, bon, c'est une traduction opérationnelle de la 26000, mais sous l'angle de la maturité en fait du système de management, c'est qu'on on s'intéresse avant tout au système de management, ce qui est important hein, dans l'entreprise, mais pour moi, c'est qu'un des éléments de l'ensemble. Mais vous avez donc sur le marché un certain nombre d'outils. Pour donner un exemple pour finir, dans la certification AFNOR, donc de la FAC, vous voyez comment le label qu'il donne est mis en place. Donc, il y a une évaluation sur le site co-construite avec l'évaluateur. On rencontre l'écosystème. Alors, on rencontre 5 parties prenantes. Bon, du choix. Donc, on peut les choisir ou pas. Enfin bon, vous voyez, l'analyse des pratiques, le rapport de performance. Bon, il y a tout un processus et qui donne une note. Et en fonction de la note, on a un niveau plus ou moins bien noté. Alors c'est vrai que c'est aussi une façon d'avancer, hein, c'est un bon outil, mais moi j'ai un peu l'impression que elle peut ne pas être vraiment embrayée sur la stratégie de l'organisation et d'obtenir effectivement des résultats substantifs. On reste dans des processus. Ça peut être effectivement très efficace, mais ça peut aussi être un peu greenwashing ou un peu léger. Donc, et je trouve qu'on a un peu survendu en fait le label en disant oh là là, c'est pas sérieux, c'est pas certifié. Vous avez dans l'ensemble du corpus et de l'ISO 26000 et l'ensemble des documents de mise en œuvre beaucoup de choses qui permettent vraiment d'avancer au niveau des organisations sans passer par la case labellisation. D'autant que là, il y a des outils en ligne de réponse avec un questionnaire et puis ça y est, on a déjà on a le label. Enfin bon, je trouve que là, il y a un peu du business dans cette affaire-là. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire. Alors on peut finir un peu dépassé, j'étais un peu plus long que prévu, mais s'il y a quelques minutes et quelques questions plus concrètes, certaines ont déjà été ébauchées, je suis à votre disposition. Donc la prochaine conférence aura lieu donc le 28 octobre et je m'attellerai aux questions de reporting et de communication, qui est encore un sujet effectivement assez sensible. Voilà, très bien. Bah, écoutez, merci de votre attention et donc je vous donne rendez-vous. Et puis vous pouvez relire, enfin ceux qui n'ont pas participé aux précédentes, normalement vous y avez accès par le site du pôle.